Vous allez commencer le tutoriel sur l'accompagnement à l'arrêt du tabac, proposé dans le cadre du projet de lieu d'accompagnement à la santé sans tabac, LAST, pour la Nouvelle-Aquitaine. Celui-ci est destiné aux professionnels de santé de premier recours afin qu'ils puissent disposer des bases indispensables à l'accompagnement de leurs patients. Des informations plus détaillées figurent dans des documents de référence présents sur le site. D'autres tutoriels mis en ligne progressivement en 2020 vous permettront d'approfondir vos connaissances sur des points précis. Ce tutoriel a été développé par la Coordination régionale addiction de Nouvelle-Aquitaine, ou COREAD-NA, avec les contributions d'addictologues et de professionnels de santé de premier recours des trois anciennes régions, Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin, qui soient ici tous remerciés. Une politique durable de santé publique est aujourd'hui développée et il est important de rappeler les nouvelles réglementations. De nouveaux prescripteurs, libéraux ou salariés, peuvent aujourd'hui réaliser des ordonnances permettant aux pharmaciens de délivrer les traitements de substitution nicotinique. Les sages-femmes voient leur prescription élargie à l'entourage de la femme enceinte ou accouchée. Le fumeur a ainsi un accès facilité au traitement sur son parcours habituel de santé, en milieu scolaire ou universitaire, en entreprise, dans les cabinets médicaux et paramédicaux. Sans oublier les pharmaciens qui délivrent les traitements mais ont un rôle de conseil important et peuvent réaliser des entretiens pharmaceutiques. Cet accès au traitement est d'autant plus facilité qu'après la varénicline en 2017, les substituts nicotiniques sont remboursés à 65% dans le droit commun depuis mars 2018. Ce remboursement passe à 100% pour les patients ayant une affection de longue durée, puisque toutes les pathologies en relevant sont aggravées par le tabagisme. La prescription pour les nouveaux prescripteurs nécessite d'utiliser une ordonnance mentionnant le nom, le prénom, la profession, les coordonnées et le numéro RPPS ADELI ou le numéro FINES pour l'établissement employeur. Les conditions précises sont expliquées dans un document spécifique sur le site. Il est important de rappeler quelques fondements sur la problématique addictive. Le craving correspond à une envie irrépressible de consommer un produit ou de réaliser un comportement gratifiant alors qu'on ne le veut pas à ce moment-là. Ainsi, la présence du craving favorise la perte de contrôle et la rechute. Cet obstacle fondamental au maintien de l'arrêt de la consommation contribue à l'accumulation des dommages. Arrêter n'est donc pas une question de volonté. On voit ainsi se dessiner un ensemble d'éléments confirmant l'addiction comme une maladie chronique, alors que les usagers sont loin de cette représentation. Il va donc falloir apprendre de nouveaux comportements dans le cadre d'une stratégie d'apprentissage. Arrêter de fumer prend donc du temps et se construit dans la durée. Les cibles du traitement sont le craving et la rechute. Ceci impose une dose et une durée suffisante du traitement, quel qu'il soit. Nous voyons se dessiner un objectif à court terme, relevant d'une décision partagée avec le fumeur. Réduire les risques, par exemple, par une réduction contrôlée grâce aux substituts nicotiniques, ou arrêter l'usage. Un objectif à moyen terme sera la prévention de la rechute. Un objectif à long terme sera d'espacer les rechutes et en raccourcir la durée. Ces objectifs pragmatiques amènent à une évidence. Accompagner un fumeur pour son addiction au tabac relève pleinement des soignants qui les suivent en proximité et en premier recours. Ils peuvent repérer les contextes favorisant les rechutes et amener les ex-fumeurs à être vigilants. Ils peuvent constater précocement les rechutes et être disponibles rapidement pour accompagner les tentatives d'arrêt. Mais comment amener ces patients, souvent fumeurs de longue date, à s'engager dans ce challenge de l'arrêt du tabac? La peur de la maladie est une motivation forte, mais fugace. Heureusement, très vite, chacun de nous arrive à mettre à distance ce qui l'angoisse. Le coût du tabac, de plus en plus dissuasif, est une motivation forte. Mais là aussi, le fumeur éloigné du changement va s'adapter, trouver les ressources ou les économies pour poursuivre son addiction. La grossesse est une autre motivation forte, mais beaucoup de femmes rechutent après l'accouchement, voire avant celui-ci.
et nous pourrions poursuivre la longue liste des motivations, généralement fragiles, instables, parfois d'une minute à l'autre. Il existe donc des fenêtres de tir durant lesquelles la personne est proche du passage à l'action. On parle souvent de déclic. Il est donc important de s'organiser sur ces fenêtres, ce qui impose des solutions en proximité temporelle, territoriale et humaine. Ainsi, sur le parcours habituel de santé du fumeur, il est important que ces professionnels de santé se mobilisent pour l'aider, ce qui rapproche la solution du problème. Les discours doivent être cohérents, les interventions complémentaires et les aides appropriées. Ceci justifie pleinement une formation de base commune avec des connaissances actualisées et validées. Même si le projet LAST cherche à favoriser la demande d'aide des fumeurs auprès de leurs professionnels de santé, beaucoup d'entre eux viendront les voir pour un autre motif et sans demande au niveau du tabac. C'est dans ce cadre qu'est proposé le conseil à l'arrêt. Il s'agit ici de prendre date plus que de prendre acte. Le fumeur ne s'est pas préparé à l'idée d'arrêter et est souvent encore loin du changement. Par contre, réaliser le conseil à l'arrêt montre au fumeur que l'on s'intéresse à lui et montre également l'importance que l'on accorde à la problématique du tabac. Il saura qu'il peut être aidé, ici, dans ce lieu d'accompagnement à la santé sans tabac et par ce professionnel. Le projet met à disposition des professionnels un outil de médiation sous la forme d'une sorte de jeu de cartes. Sa présentation et son utilisation font l'objet d'un tutoriel en ligne présent sur le site. La question sera directe. Fumez-vous? Et le fumeur répondra oui, tout simplement, le plus souvent. Avez-vous déjà envisagé d'arrêter de fumer? Si la personne est sur les freins, il est possible de l'interroger sur ses craintes. Si elle évoque une expérience d'arrêt, on lui demandera d'en parler. Enfin, si elle semble prête à arrêter, on formule clairement que l'on peut l'y aider et on propose un moment dédié pour cela, immédiatement ou en donnant un rendez-vous. On évoque souvent la bonne posture relationnelle, mais il est important de rester authentique. Le plus important est sans doute de simplement montrer au fumeur que l'on se rend disponible pour lui. Ne pas trop parler, ne pas répondre au téléphone, le regarder et l'écouter. Quelles sont ses valeurs? Et le relancer sur celles qui s'opposent au fait de fumer, valeurs sportives, écologiques, économiques, la liberté, anti-lobby, protéger son bébé, ses enfants, la santé. Quelles sont ses craintes? Et les rationaliser, les diminuer. On est en empathie et on le montre en posant des questions ouvertes, en reformulant ce qui nous paraît important, en ne portant aucun jugement sans forcément tout approuver. Il s'agit de le mettre en sécurité. On comprend ses difficultés, son ambivalence et on est là pour l'aider. Le plus souvent, il n'y a pas nécessité de renforcer l'importance de l'arrêt car les fumeurs savent que leur comportement est nuisible pour eux et pour leur entourage, aussi bien sur le plan sanitaire qu'économique. Par contre, il manque le plus souvent de confiance en eux pour atteindre cet objectif. L'échelle numérique verbale est alors une solution simple et efficace pour les amener à améliorer leur confiance. Entre 0 et 10, où mettriez-vous votre confiance dans les chances d'y arriver? 0, aucune confiance, et 10, confiance totale. Pour un fumeur qui répond 4, par exemple, on lui demande pourquoi 4 et pas 0, ce qui l'amène à évoquer la confiance qu'il a déjà, même si elle est faible. Puis on lui demande comment avancer vers le 10, ce qui l'amène à évoquer ce qui pourrait l'aider. Ceci amène simplement à renforcer le sentiment d'efficacité personnelle. On peut lui proposer à ce moment-là le jeu de cartes des aides comme outil d'aide à la décision partagée, l'amenant à construire son propre programme d'aide à l'arrêt idéal pour lui. Il s'agit du même jeu de cartes que pour le conseil à l'arrêt, mais utilisé dans un autre objectif. Sa présentation et son utilisation font l'objet d'un tutoriel en ligne présent sur le site. Certaines affirmations ou questions sont très fréquentes. À titre d'exemple, en voici quelques-unes. J'ai peur de prendre du poids. Ceci est souvent lié à un traitement insuffisant. En effet, résister à l'envie de fumer amène à des compensations sur la nourriture, l'alcool ou d'autres comportements. Moins on a envie de fumer, moins il y a besoin de compenser.
Je suis trop stressé en ce moment. Vous pouvez m'en parler? Est une façon empathique de se centrer sur la personne et de se dissocier du problème pour l'instant. Et l'hypnose et l'acupuncture? Mais qu'en pensez-vous, vous? Permet de se caler sur les représentations de la personne. Je vais déprimer si j'arrête. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Permet là encore de se centrer sur la personne. Les médicaments du craving sont souvent indispensables à un arrêt réussi et confortable. Tout professionnel de santé est légitime pour les conseiller. Il est utile d'expliquer la fonction des substituts nicotiniques. Chaque cigarette fumée permet d'obtenir un pic de nicotine dans le sang et donc dans le cerveau. C'est ce pic, plus ou moins important selon la façon de fumer, en tirant plus ou moins fort sur la cigarette, qui procure un effet gratifiant, renforçant et qui satisfait le fumeur. Cet effet n'existe pas avec les patchs, car la nicotine reste à un niveau constant dans le sang sans reproduire les pics. Il n'y a donc pas de dépendance à la nicotine dans ce cas. Il n'en est pas de même avec les formes orales, les sprays et les inhaleurs qui reproduisent les pics de nicotine. Si la dose de nicotine est insuffisante avec les patchs, le fumeur sera en manque et aura du craving, des envies répétées, fortes et durables de fumer, car il avait l'habitude d'avoir des pics plus élevés de nicotine. Il convient donc de monter le niveau de nicotine à une dose suffisante, idéalement la dose maximale supportée. Ceci permet de réduire l'effet renforçant du tabac en cas de consommation concomitante de cigarettes et de réduire les compensations, alcool, nourriture ou autres, en réduisant le craving. Les envies restantes de fumer peuvent être contrôlées avec l'ajout de formes orales. Si le fumeur a un trouble de l'usage, c'est-à-dire ressent une envie de fumer difficilement contrôlable lorsqu'il ne fume pas, il est utile de lui proposer un traitement. Si le fumeur n'a pas déjà essayé la substitution nicotinique, ou s'il a déjà essayé avec succès, ou si l'essai n'a pas été poursuivi aux bonnes posologies, il s'agit du traitement de première intention. Le traitement est commencé dès le premier jour d'arrêt ou de réduction contrôlée du tabac. En effet, si la personne a décidé de réduire sa consommation, elle a tendance à tirer sur les cigarettes restantes pour obtenir le même taux de nicotine. La prescription de traitement de substitution nicotinique limite beaucoup ce phénomène et cette prescription sera poursuivie jusqu'à l'arrêt du tabac, ceci pouvant durer plusieurs mois. On estime qu'une cigarette doit être substituée par 1 mg de nicotine sur 24 heures. Il faut être cependant assez méfiant, car les fumeurs réduisent souvent leur consommation de façon non contrôlée, c'est-à-dire en maintenant le taux de nicotine antérieur. Ainsi, il convient de se renseigner sur le nombre de cigarettes fumées avant la réduction et quand il ne se limite pas. Un avantage des traitements de substitution nicotinique est leur délivrance sans ordonnance en pharmacie. Ainsi, les pharmaciens peuvent judicieusement conseiller les fumeurs en les incitant à utiliser des posologies et des durées suffisantes, notamment. Enfin, un autre avantage des traitements de substitution nicotinique est d'être remboursés. Le dispositif transdermique sera prescrit en première intention car il n'a pas d'effet renforçant. L'effet principal recherché est de réduire l'intensité et la fréquence du craving, sans faire comme la cigarette. Il est en une prise quotidienne. Il substitue le manque et a un effet anti-craving à dose suffisante. On choisit une forme délivrant sur 24 heures, par exemple 21 mg, pour un fumeur à 20 cigarettes par jour, un paquet, quand il ne se limite pas dans sa consommation. Ceci permet d'éviter le syndrome de sevrage et le craving, notamment au réveil. On peut ajouter une forme sur 16 heures pour le fumeur dépassant le paquet ou en cas de signe de sous-dosage. Ceci permet d'éviter le surdosage la nuit, le patch arrêtant de diffuser au bout de 16 heures. Les patchs sont posés le matin après la douche et enlevés le lendemain avant la douche. Ils sont remplacés par un autre patch après celle-ci. On choisit des zones avec peu de pilosité pour une meilleure adhérence et peu cornées pour une meilleure efficacité. On change de site chaque jour.
On enlève les débris de colle avec des produits anti-adhésifs facilitant le décollement des pansements, plutôt qu'avec de l'acétone ou de l'éther qui sont à éviter. On n'hésite pas à bien hydrater la peau. En cas de réaction cutanée, des corticoïdes locaux et ou des antihistaminiques peuvent être utilisés. Dans les 2-3 premiers jours, on doit avoir au moins le patient au téléphone pour adapter la dose, généralement à la hausse. S'il continue de consommer des cigarettes, s'il a des envies irrépressibles de consommer, s'il a des signes de manque, irritabilité, troubles de l'humeur, augmentation de l'appétit, ou s'il consomme d'autres produits, alcool ou comportements, jeux, hyperactivité, une augmentation de la posologie est nécessaire. Certaines personnes nécessitent de monter à 2 voire 3 patchs de 21 mg par 24 heures, beaucoup plus fréquemment que les professionnels n'osent le faire. Des gommes ou des pastilles à 2 mg peuvent venir compléter s'il persiste quelques moments de craving en nombre limité ou en cas de rémission partielle stable avec une finalité partagée vers l'arrêt. Il doit être mastiqué ou sucé très lentement car il y a un risque de dépendance du fait de l'effet euphorisant. Ceci n'est pas le cas avec les patchs. Le surdosage est rare, mais les fumeurs prennent souvent les signes de sous-dosage pour des signes de surdosage. Le patient ne consomme pas de tabac, n'a pas de craving, n'a pas de symptômes de sevrage, mais présente dans l'heure qui suit la pose du patch des nausées, des vertiges, des céphalées, une tachycardie qui régresse dans l'heure qui suit le retrait du patch. Il est possible de fumer avec les patchs, ce qui est symptomatique d'une persistance du craving, donc d'un sous-dosage. Donc c'est attendu en début de traitement. Ceci peut répondre à un objectif du patient, à plus ou moins long terme, d'être dans une réduction contrôlée. Il est possible de poser plusieurs patchs afin d'atteindre la posologie nécessaire. On aura tendance à augmenter la posologie chez les fumeurs de tabac à rouler et de cigarillos. Il est possible de prescrire des traitements de substitution nicotinique aux femmes enceintes, même dans un objectif de réduction contrôlée, car c'est le monoxyde de carbone qui est le plus nocif pour le bébé et la grossesse. Il est classique de préférer les patchs sur 16 heures, mais les patchs sur 24 heures sont possibles. Un logo de danger est apposé sur les boîtes de substituts nicotiniques pour l'usage chez les femmes enceintes, du fait d'une légère accélération du rythme cardiaque fœtal. Le rapport bénéfice-risque est tel que l'on peut totalement rassurer les femmes enceintes. Les troubles du sommeil sont fréquents, à type de réveils multiples, de cauchemars, de rêves intenses. Le plus souvent, il s'agit d'un sous-dosage, facilement reconnu, car le sujet peut continuer à fumer, a des besoins impérieux de fumer, du craving, irritabilité, troubles de l'humeur, appétit. Plus rarement, le surdosage nocturne en est responsable, avec des nausées, des vertiges, des céphalées, de la tachycardie. Un patch sur 16 heures réduit alors les troubles. Parfois, c'est lié au sevrage lui-même, et il disparaît en général dans le mois. Le traitement de substitution nicotinique sera poursuivi plusieurs mois après l'arrêt du tabac et tant qu'il y a du craving. En effet, l'objectif n'est pas l'arrêt du traitement, mais le maintien de l'abstinence au long cours. Beaucoup de personnes devraient conserver des patchs durant plusieurs années. La prise en charge sera poursuivie bien au-delà de la prescription pharmacologique dans le cadre de la prévention de la rechute, ne serait-ce qu'à chaque rencontre pour d'autres motifs. Ainsi, il sera primordial de vérifier l'absence de craving et ou de compensation sur d'autres comportements, ce qui serait une gestion inappropriée du craving lié au tabac. Dans ce cas, une reprise du traitement pharmacologique et relationnel serait nécessaire. La varénicline est utilisée en deuxième intention en cas d'échec d'un traitement bien conduit par les traitements de substitution nicotinique dans les antécédents. Son efficacité est aujourd'hui largement démontrée. Le retour des patients est généralement un arrêt plus facile, sans craving ni syndrome de sevrage. Le plaisir de fumer est diminué, comme avec les patchs bien dosés. Les effets secondaires les plus fréquents sont des nausées, des céphalées, des insomnies et des rêves anormaux. Une polémique a eu lieu sur la possibilité d'aggravation, voire d'apparition, de troubles psychiatriques ou d'incidents cardiaques. Les données récentes sont rassurantes, ne montrant pas de surrisque avec la varénicline par rapport au traitement de substitution nicotinique. Le rapport bénéfice-risque largement favorable a permis son remboursement en 2017.
En tout cas, quelle que soit la méthode d'accompagnement, le sevrage tabac nécessite une surveillance plus rapprochée chez les patients ayant des troubles psychiatriques non stabilisés et on surveillera l'apparition de fluctuations thymiques lors des consultations de suivi. La varénicline ne doit pas être utilisée durant la grossesse et l'allaitement. La posologie sera diminuée par 2 en cas d'insuffisance rénale sévère, c'est-à-dire avec une clairance de la créatinine inférieure à 30 ml par minute. Donc on prescrira 1 mg au lieu de 2 mg, comme nous le verrons plus loin. La varénicline est remboursée à 65% sur prescription médicale. Une boîte d'initiation comporte les comprimés et une présentation permettant le titrage progressif du remède afin de limiter les effets secondaires. Ainsi, de J1 à J3, le fumeur est invité à prendre un comprimé de 0,5 mg par jour. Consigne lui est donnée de diminuer son tabac naturellement sans effort. De J4 à J7, il passe à 2 comprimés de 0,5 mg par jour, un matin et un soir. Il continue sa diminution. À partir de J8, il passe à un comprimé de 1 mg 2 fois par jour. Cette montée progressive peut être remise en cause en cas d'effets secondaires persistants. En effet, les femmes et les personnes de petit poids sont plus fréquemment confrontées aux effets secondaires et les études montrent une efficacité quasi équivalente à demi-dose. Il est donc possible, tout en conservant l'efficacité, de rester à 0,5 mg 2 fois par jour. Il est également possible de passer à 3 fois 0,5 mg. L'arrêt du tabac est donc progressif, comme ceci est possible aussi avec les traitements de substitution nicotinique, selon les possibilités du patient, l'arrêt intervenant parfois durant la 2e semaine, mais ce n'est pas systématique. Une proportion élevée de fumeurs va arrêter plus tard, ne conservant souvent que quelques cigarettes. Ceci ne signe pas un échec du traitement, mais doit être poursuivi jusqu'à l'arrêt complet du tabac, parfois au bout de plusieurs mois. Le traitement est poursuivi au minimum 12 semaines. On peut poursuivre plusieurs semaines si le patient le souhaite, d'autant plus s'il expérimente encore des épisodes de craving. Un suivi régulier est programmé avec le patient. Le patient téléphone s'il a des effets secondaires et sera revu au milieu de la 2e semaine, puis toutes les 2 semaines jusqu'à la fin du traitement par exemple. Ceci est modulable selon l'efficacité et le souhait du patient. À la fin du traitement, l'arrêt peut être immédiat ou progressif selon le choix du patient. La prise en charge est poursuivie le temps nécessaire dans le cadre de la prévention de la rechute. Le bupropion est utilisé en 2e intention du fait de ses effets secondaires assez nombreux ainsi que de ses contre-indications. Il est notamment utilisé chez les personnes ayant tendance à prendre du poids à l'arrêt du tabac. Les effets secondaires sont surtout marqués par des troubles du sommeil et des troubles digestifs. Les patients peuvent se sentir anxieux, irritables. Des réactions cutanées peuvent s'observer de même que des convulsions et des poussées hypertensives, la pression artérielle étant donc à surveiller régulièrement. Le bupropion ne doit pas être prescrit chez les moins de 18 ans, en cas de grossesse et d'allaitement, et il faut être prudent chez les personnes âgées. Les contre-indications sont surtout des troubles du comportement alimentaire, l'épilepsie, l'insuffisance hépatique sévère, les troubles bipolaires, les sevrages d'alcool ou de benzodiazépines, du fait du risque convulsif cumulé. Le bupropion peut être associé au traitement de substitution nicotinique si l'un ou l'autre sont insuffisamment efficaces seuls et si la motivation du sujet reste élevée. Pendant 7 jours, le patient prendra un comprimé au moment du coucher pour limiter les troubles du sommeil, puis le 8e jour passera à un comprimé matin et soir avec un espace minimum de 8 heures. Comme pour la varénicline, l'arrêt du tabac se fera théoriquement entre J7 et J14 et souvent plus tard. La durée du traitement est de 7 à 9 semaines, mais le suivi sera bien sûr plus prolongé. La tentative d'arrêt du tabac, quel que soit le traitement proposé, justifie un accompagnement dans la durée, pour lequel nous pouvons proposer quelques indications. Il est particulièrement important de revoir la personne rapidement, par exemple au bout d'une semaine. En effet, si la personne a encore beaucoup d'envie de fumer, de période de craving, elle peut souvent tenir quelques jours, mais rarement plus. Un objectif intermédiaire alors accessible est de tenir la semaine.
La réussite permettra une gratification, un renforcement positif, à partir duquel il est plus facile d'avancer. De semaine en semaine, on va ainsi de victoire en victoire. Petit à petit, en fonction des résultats et selon les besoins formulés par la personne, les rendez-vous sont espacés. La durée du suivi est aussi longue que nécessaire. Les traitements sont diminués progressivement. L'accompagnement va ainsi durer 3 à 6 mois et parfois plus. Un agenda du craving est proposé parmi les outils de médiation et un tutoriel en ligne explique comment le proposer et l'utiliser. Le fumeur y note ses épisodes de craving, leur contexte, leur durée, leur intensité et les moyens mis en place pour les contrôler. À partir de l'agenda, on adapte le traitement et on réfléchit aux stratégies d'apprentissage de nouveaux comportements avec le fumeur. Ainsi, la personne choisira parfois de boire de l'eau, de faire des exercices respiratoires, de pratiquer une activité physique, du yoga, de la relaxation. Le soignant est là pour l'accompagner dans sa réflexion à partir de ses expériences et autour de l'agenda. L'entourage pourra être également mobilisé avec avantage, qu'il s'agisse de la famille, des amis ou des collègues. On ne fume pas sans présence, on l'encourage. Et qu'en est-il de la vape? Un tutoriel plus complet sur ce sujet est présent également sur le site. Il n'y a pas de discussion aujourd'hui sur le fait que la cigarette électronique est moins dangereuse que la fumée de tabac en cas d'utilisation normale avec du matériel et des liquides homologués selon les normes françaises. Il n'y a pas de combustion, donc pas de monoxyde de carbone et peu d'impact cardiovasculaire. Il n'y a pas de combustion, donc pas de goudron et peu d'impact cancérigène. Pour l'instant, l'usage est déconseillé chez les femmes enceintes. Il convient de déconseiller le voltage maximal qui accroît la production de toxiques. On explique l'inconvénient du vapotabagisme qui ne diminue pas ou très peu les risques pour la santé. En effet, la durée du tabagisme est plus nocive que la quantité fumée. On déconseille la diminution trop rapide des dosages en nicotine des recharges, au risque de voir réapparaître du craving. Et enfin, on conseille des e-liquides sans alcool pour la femme enceinte ou le patient en sevrage d'alcool. Et maintenant que vous avez les connaissances principales, que pouvez-vous faire? Eh bien, vous pouvez devenir des lieux d'accompagnement à la santé sans tabac et le faire savoir à vos patients. Vous pourrez ainsi bénéficier de nombreux outils pour soutenir votre pratique, participer à des formations en présentiel ou à distance, rejoindre une communauté de professionnels partageant le même intérêt, accéder plus facilement aux ressources spécialisées sur votre territoire et donc gagner du temps en réduisant les demandes de soins en rapport avec les troubles liés aux complications du tabagisme. Si vous ne vous sentez pas encore prêt à devenir LAST, vous pouvez pratiquer le conseil à l'arrêt, orienter plus facilement vos patients fumeurs grâce à l'annuaire en ligne addictoclick.com et continuer à vous former en visionnant les tutoriels présents sur le site addictuto.com. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à devenir LAST pour aider vos patients fumeurs de tabac. Merci pour votre écoute et à très bientôt, nous en sommes sûrs.